À Noël, j'ai donné à ma sœur une enveloppe contenant 3 mois de loyer payé, mais elle a levé les yeux et a dit qu'elle pensait que cela faisait d'elle à nouveau un membre de la famille. Toute la pièce a ri. J'ai repris l'enveloppe et j'ai dit « Merci pour la clarification ». 10 minutes plus tard, elle hurlait dans le téléphone. C'était juste une blague. Ce fut le pire Noël que j'ai jamais passé, et mes parents en étaient tout autant responsables que Chloé. Chloé, ma sœur cadette de 2 ans, avait toujours été celle pour qui ils éprouvaient de la pitié, celle pour qui ils trouvaient des excuses, celle qu'ils couvraient. Chaque gâchis qu'elle créait, soit ils l'ignoraient, soit ils me refilaient discrètement la tâche de le réparer. Ils aimaient prétendre qu'elle était juste un peu perdue, juste malchanceuse, juste incomprise. Mais je savais la vérité. Chloé n'était pas perdue. Elle savait simplement que quelqu'un d'autre nettoierait toujours derrière elle, et ce quelqu'un, c'était moi. Je ne sais même pas quand exactement la dynamique est devenue si mauvaise. Probablement quand nous étions encore enfants, et qu'elle a compris que les larmes fonctionnaient mieux que la vérité. Elle était du genre à prendre mes vêtements, à mentir à ce sujet, à se faire prendre, puis à pleurer si fort que ma mère commençait à la réconforter alors que j'étais encore là, en colère et confuse. Ce schéma ne s'est jamais brisé. Il a simplement évolué avec l'âge. Au moment où nous étions toutes les deux dans la trentaine, elle avait emprunté des milliers d'euros qu'elle n'a jamais remboursés, menti sur le besoin de payer son loyer alors que c'était en réalité pour des billets de concert, et dit à des gens de vraies personnes que nous connaissions que j'essayais de la contrôler avec de l'argent. L'année dernière, je me suis dit que c'en était fini. Je lui ai donné une dernière chance, j'ai ouvert un compte d'urgence à son nom avec une seule règle, elle devait me prévenir avant de l'utiliser. Uniquement pour les vraies urgences. Elle a pleuré, a promis, m'a serré dans ses bras. Je l'ai cru pendant environ 5 minutes. Le compte a été débité 4 fois. Jamais une seule fois sans me prévenir. Une fois pour le paiement de sa voiture, qui était soi-disant déjà payée. Une fois pour des factures de vétérinaire, elle n'a même pas d'animal de compagnie. Et 2 fois pour des voyages inévitables, qui se sont avérés être sa façon de suivre à Barcelone un gars qu'elle avait rencontré sur Tinder. Mes parents savaient. Et pourtant, chaque fois que j'en parlais, ils trouvaient un moyen de me faire culpabiliser. Elle a des difficultés. Tout le monde ne gère pas la vie de la même manière. Tu as tellement de chance, Sophie. Il disait toujours ça. De la chance. Comme si je ne travaillais pas 60 heures par semaine pour en arriver là où je suis. Comme si la chance avait payé mon loyer quand je mangeais des nouilles instantanées pendant mes études supérieures. Alors, quand Noël est arrivé, j'ai pris une décision. Je n'allais pas me battre. J'allais marquer le coup. Tout le monde était là, mes parents, ma tante Sylvie et mon oncle Robert, mon cousin Maxime, et même ma grand-mère, qui a 84 ans et est toujours aussi vive d'esprit. Je suis arrivé avec des cadeaux pour tout le monde, je les ai distribués comme si de rien n'était. Puis j'ai donné à Chloé son enveloppe, blanche, simple, non cachetée. Elle a semblé confuse en l'ouvrant et en sortant le chèque. 3 mois de loyer, payés en totalité. J'avais même écrit une note au dos, pour commencer l'année sur de bonnes bases. Elle l'a fixé, puis m'a regardé et a dit, assez fort pour que tout le monde entende, alors, ça fait de moi à nouveau un membre de la famille. Et ils ont ri. Mon père a vraiment ri. Ma mère a essayé de se retenir, mais elle a souri. C'était comme un coup de poing dans la poitrine. C'est comme ça qu'il voyait les choses. Comme si c'était moi qui devais la regagner, comme si mon aide était un geste manipulateur. Alors j'ai tendu la main, j'ai repris l'enveloppe, je l'ai glissée dans mon sac à main et j'ai dit « Merci pour la clarification ». Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Chloé a cligné des yeux comme si elle ne pouvait pas y croire. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Je n'ai pas attendu la suite. J'ai pris mon manteau, je suis sorti et je ne me suis pas retourné. 10 minutes plus tard, Chloé m'appelait en hurlant sur ma messagerie vocale. C'était juste une blague. Je n'ai pas répondu. Je suis rentré chez moi, je me suis assise sur le canapé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté au compte d'urgence et j'ai supprimé complètement son accès. Je ne l'ai pas gelé ni mis en pause, j'ai supprimé son nom. Puis j'ai changé le mot de passe et j'ai retiré la majeure partie du solde. J'ai laissé exactement 21,57 €, juste assez pour qu'elle le voie et se demande ce que cela signifiait. J'ai passé le reste de la soirée seul à manger du pad thaï en silence, en regardant les rediffusions d'une émission qui m'était égale. Mon téléphone est resté éteint pas en mode silencieux.
Ma tante a envoyé un texto, mon cousin aussi. Je n'ai pas répondu. Mais le lendemain, quelque chose d'inattendu s'est produit, on a frappé à ma porte. On a frappé en milieu de matinée, juste après que j'avais fait du café et que je débattais de rallumer ou non mon téléphone. Je n'attendais personne. J'ai supposé que c'était une livraison ou un voisin, mais quand j'ai regardé par le Judas, c'était ma tante Sylvie. Elle n'a pas attendu d'invitation. Dès que j'ai ouvert la porte, elle est entrée comme si elle savait déjà que je ne l'arrêterais pas. Elle s'est assise à ma table de cuisine et a regardé autour d'elle comme si elle s'attendait à trouver un désastre. Mais il n'y en avait pas, juste moi, encore en pyjama, vivant tranquillement. Elle a commencé à parler sans même me demander comment j'allais. Apparemment, après mon départ, les choses ont mal tourné chez mes parents. Chloé a pleuré, puis a crié, puis s'est enfermée dans la salle de bain et a appelé la moitié de la famille pour dire que je l'avais humiliée. Ma mère a essayé de la défendre, en disant qu'elle ne le pensait pas comme ça. Mon père a dit que j'avais surréagi, que j'avais la responsabilité de l'aider. Sylvie a dit qu'elle avait failli partir elle-même mais qu'elle était restée parce que ma grand-mère lui avait lancé un regard qui signifiait « ne bouge pas ». Je connaissais ce regard. Et puis Sylvie a dit quelque chose que je n'attendais pas, « Ils essaient de te manipuler », a-t-elle dit. Pas seulement Chloé. Eux tous. Pas dans un complot maléfique coordonné, mais de la manière dont les gens le font quand ils se sont convaincus que la stabilité d'une personne est la solution au chaos de tous les autres. Que tu étais la personne fiable et donc automatiquement celle qui devait absorber les retombées. Que si tu ne le faisais pas, tu étais égoïste. Sylvie m'a dit qu'elle avait observé cela pendant des années, comment il s'était appuyé sur moi, m'avait fait culpabiliser, s'attendait silencieusement à ce que je maintienne les choses à flot tout en prétendant que c'était entièrement mon choix. Elle a dit qu'elle n'avait rien dit plus tôt parce qu'elle pensait que je le savais déjà. Puis elle a ajouté que ce n'était pas la première fois que Chloé faisait un coup pareil. Apparemment, il y a 3 ans, Chloé a dit à mes parents que je l'avais forcée à accepter un travail qu'elle ne voulait pas. En réalité, je l'avais aidée à refaire son curriculum vie et j'avais glissé un mot à un ami qui recrutait. Quand elle a démissionné après 2 semaines, elle a prétendu que je l'avais piégée pour qu'elle échoue. Mes parents ne m'en ont jamais parlé, mais ils l'ont cru, ou du moins se sont laissés croire suffisamment pour prendre son parti. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement Chloé. C'était tout le système. Mes parents avaient construit cet accord silencieux où Chloé obtenait un laissez-passer et où je me chargeais du nettoyage. Et à la seconde où j'ai arrêté de jouer le jeu, je suis devenue la méchante. Sylvie s'est penchée en avant et a dit, « Tu ne peux pas gagner en étant raisonnable. Il ne fonctionne pas sur la base de la raison. » Elle m'a conseillé de jouer le jeu juste un petit moment. De prétendre faire un pas en arrière. De les laisser penser que j'avais cédé. Puis de faire exactement ce que je devais faire discrètement, précisément, sans explication. J'ai décidé à ce moment-là que j'allais jouer leur jeu, mais que je n'aurais plus jamais de temps de retard. 1 heure après son départ, j'ai rallumé mon téléphone. 46 messages manqués. Ma mère, mon père, Chloé, même ma grand-mère. Certains de soutien, d'autres froids, d'autres agissant comme si de rien n'était. Mes parents ont finalement appelé directement. Quand j'ai répondu, ma mère s'est lancée dans tout un sermon d'une voix douce sur ce que signifie la famille, sur le fait que Chloé a traversé tellement de choses, et que nous devrions tous faire un effort. Puis est venue la chute. Si tu ne vas plus la soutenir, alors nous ne pourrons plus t'aider non plus. M'aider? Ils ne m'ont pas donné un centime depuis mes 18 ans. Pas pour l'université, pas pour le loyer, pas pour les courses. Ils ont acheté une voiture d'occasion à Chloé au printemps dernier. Je conduisais toujours celle que j'avais achetée 10 ans auparavant avec mon propre argent. Mais maintenant, soudainement, couper les ponts avec ma sœur signifiait qu'ils me coupaient les ponts à moi aussi. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste dit, d'accord. Puis j'ai raccroché. 5 minutes plus tard, Chloé m'a envoyé un message. Pas de salutation, pas d'excuses, juste, j'ai besoin d'argent. Maman et papa disent que c'est à toi de t'en occuper maintenant. Et j'ai réalisé qu'ils pensaient vraiment que j'allais céder. Ils pensaient que la culpabilité réussirait là où la honte avait échoué. Ils avaient tort. Je n'ai pas répondu au message de Chloé. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Elle en a envoyé 7 dans les premières heures. Le premier était court, juste, j'ai besoin d'argent. Le deuxième ajoutait une fausse chaleur, comme si elle se souvenait soudain qu'elle devait faire semblant de se soucier de moi, salut,
je pensais juste qu'on pourrait peut-être parler. Les choses sont vraiment difficiles en ce moment. Le troisième jouait directement sur la culpabilité, je n'ai personne d'autre. Au quatrième message, elle était en colère, tu penses que ça te rend meilleur que moi. Puis sont venus quelques messages vocaux que je n'ai même pas ouverts. Le dernier disait simplement, laisse tomber. C'est ce que j'ai fait. Mon téléphone a sonné plus tard dans la nuit. Il est allé directement sur la messagerie vocale. Ma mère. Elle a laissé un de ces longs messages décousus où elle ne disait rien directement, se contentant de laisser tomber des allusions vagues sur la façon dont les familles traversent des moments difficiles et comment les gens qui s'aiment vraiment finissent par se retrouver. Je l'ai laissé là, non écouté. Ils n'appelaient pas pour arranger les choses. Ils appelaient pour mettre la poussière sous le tapis, comme toujours. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, j'ai répondu. Mon père, encore une fois, parlant comme s'il me faisait une faveur en gardant sa voix calme. Il a dit que Chloé les avait appelés en pleurant. Il a dit que j'étais allé trop loin, que j'aurais dû gérer ça en privé, que l'argent ne devrait pas être assorti de conditions. J'ai failli rire. J'ai eu envie de demander quand exactement ils avaient décidé que je ne faisais plus partie de la famille. Était-ce quand j'ai arrêté de payer pour que Chloé ait de l'électricité, ou quand j'ai arrêté de prétendre que ces mensonges n'étaient que de mauvais choix? Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, si tu vas abandonner ta sœur, ne t'attends pas à ce que nous continuions à te soutenir. Me soutenir? Ils ne m'ont pas soutenu depuis mes 17 ans. Ils n'ont pas payé mes études, ne m'ont pas aidé quand j'ai été licencié il y a 2 ans, ne sont même pas venus quand j'ai déménagé au printemps dernier. La seule chose qu'ils aient jamais offerte était une dette émotionnelle. J'étais la stable, donc je leur devais quelque chose. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Pourtant, je n'ai rien dit de tout ça. J'ai juste dit, d'accord, et j'ai raccroché. 10 minutes plus tard, Chloé a de nouveau envoyé un texto, cette fois avec des captures d'écran de documents médicaux qui semblaient avoir été téléchargés sur Google. Elle prétendait avoir besoin d'argent pour une procédure. Pas de détails, juste une peur et une urgence vague, le genre de panique qu'elle savait déclencherait une réaction. C'est là que j'ai décidé quoi faire. Je lui ai envoyé 4500 €. Sans avertissement, sans discussion, sans message dramatique. J'ai simplement transféré l'argent directement sur son compte et envoyé une seule phrase après, pour la procédure. Après ça, c'est terminé entre nous. J'ai fait une capture d'écran du message et de sa réponse, merci. Je promets que je ne demanderai plus jamais rien. Je l'ai sauvegardé dans un dossier nommé « Preuve ». Puis je l'ai bloqué partout. J'ai aussi bloqué mes parents. Pas par âge, par clarté. J'en avais fini d'être utilisé comme plan de secours. S'ils voulaient croire que Chloé était une victime, ils pouvaient financer sa guérison. J'étais sorti de l'équation. Après ça, ce fut calme. Étrangement calme. Et Sylvie me tenait au courant. Elle a envoyé un texto quelques jours plus tard, disant qu'elle n'avait pas vu mes parents aussi en colère depuis des années. Apparemment, ma mère a fait toute une tirade sur le fait que je tournais le dos à ma propre famille. Et mon père a dit que je manipulais la famille avec de l'argent. Ça aurait été drôle si ce n'avait pas été si absurde. Ma grand-mère, cependant, a dit à Sylvie quelque chose que je n'attendais pas. Elle a dit, peut-être que Sophie a enfin appris ce que nous aurions dû enseigner à Chloé. Je ne savais pas quoi en penser, mais j'ai apprécié. À la fin de la semaine, les choses se sont installées dans un silence étrange. Pas la paix, juste l'absence. J'ai commencé à mieux dormir. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. Je suis même sorti dîner seul pour la première fois depuis des mois et je n'ai pas passé tout le temps à attendre le prochain incendie à éteindre. Mais au fond de moi, je connaissais Chloé, et je connaissais mes parents. Cet argent n'était pas la fin. C'était juste un acompte sur un autre problème. Ils n'en avaient pas fini avec moi. Ils se réorganisaient simplement. J'avais raison. 3 semaines plus tard, un mercredi après-midi, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas, « Salut, j'ai besoin de te demander quelque chose. » Pas de nom, pas de salutation, juste ça, comme si de rien n'était. Le message est resté là pendant 1 heure avant que je ne l'ouvre. Nouveau numéro, pas de nom, pas de ponctuation, mais je reconnaissais le ton. C'était Chloé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé la bulle de frappe apparaître, disparaître, réapparaître.
Elle attendait une réaction. Elle attendait toujours. Cela faisait partie de sa stratégie, en dire juste assez pour vous inciter à engager la conversation, puis transformer cela en crise. J'ai fixé le message et j'ai pensé à toutes les promesses. Tous les « je ne demanderai plus jamais ». Tous les moments, juste cette fois-ci. Tout l'argent qui n'est jamais revenu. J'ai pensé au calme qui régnait ces derniers temps. À quel point c'était paisible. Puis un deuxième message est arrivé, pas de l'argent. Je le jure. Cela a attiré mon attention. Je ne la croyais pas, bien sûr, mais la curiosité l'a emporté. J'ai répondu, que veux-tu? Elle a répondu immédiatement. Elle voulait rester chez moi. Juste pour une semaine, a-t-elle dit. Je ne suis même pas en ville pour longtemps. J'ai juste besoin d'un endroit où dormir pendant que je règle quelque chose. Je n'ai pas répondu. J'ai juste relu le message encore et encore. Puis elle a envoyé quelque chose qui m'a noué l'estomac, j'ai déjà dit à maman et papa que je venais chez toi. Ils ont dit que c'était d'accord. D'accord? Ils ne m'avaient pas parlé depuis des semaines. Je ne les avais pas débloqués. Comment sauraient-ils ce qui était d'accord? J'ai appelé tante Sylvie. Elle a décroché tout de suite. Oh, a-t-elle dit, tu n'es pas au courant. Au courant de quoi? Apparemment, Chloé n'avait pas seulement changé de numéro. Elle avait changé de ville. Elle avait quitté son appartement 2 semaines plus tôt sans payer le loyer et s'était présentée chez mes parents sans prévenir. Mon père l'a laissée entrer. Ma mère a essayé de faire la surprise, mais Sylvie a dit qu'elle était déjà en train de laver le linge de Chloé dès le premier soir. Ils lui ont dit qu'elle ne pouvait pas rester longtemps. Ils lui ont dit de se reprendre en main, et puis, discrètement, ils lui ont dit de me demander. Sauf que ce n'est pas tout. Sylvie a baissé la voix et m'a raconté ce qu'elle avait entendu. Mes parents n'envoyaient pas seulement Chloé chez moi parce qu'ils en avaient assez d'elle. Ils espéraient que cela forcerait des retrouvailles. Selon leurs propres termes, elles ont besoin de temps ensemble. Elles arrangeront les choses une fois qu'elles seront sous le même toit. Ce n'était pas de l'aide qu'ils attendaient de moi. C'était une guérison. Fabriquée, acculée et forcée. Ils utilisaient mon appartement comme une cocotte minute. Ils pensaient que si Chloé et moi passions quelques nuits à respirer le même air, je craquerais et la reprendrais. Comme si le pardon était inévitable si l'on enfermait 2 personnes assez longtemps. Mais Sylvie a dit autre chose aussi. Ils n'en ont pas fini avec le compte. J'ai marqué une pause. Quel compte? Celui que tu as fermé. Ils pensent que tu en as un autre. Ce n'était pas le cas, pas de la manière qu'ils supposaient, mais c'était logique. Chloé leur avait probablement dit que j'avais des économies secrètes cachées, et maintenant ils essayaient de nouveau d'en tirer parti émotionnellement cette fois. Sylvie avait entendu ma mère dire, elle s'ouvrira quand elle verra que sa sœur n'a rien. Alors, j'ai pris une décision. J'ai dit à Chloé qu'elle pouvait venir. Une semaine, pas d'invité, pas de drame. Elle pouvait dormir sur le canapé. J'ai même proposé d'aller la chercher moi-même. Elle était choquée mais a accepté. Je ne le faisais pas par culpabilité. Je n'espérais pas renouer les liens. Je voulais juste que le jeu se termine selon mes conditions. Ce que Chloé ne savait pas, c'est que j'avais des caméras dans l'appartement. Pas à cause d'elle, je les avais installées des mois auparavant après le cambriolage d'un voisin. Une dans le salon, une près de la porte d'entrée. Pas d'audio, juste de la vidéo, mais c'était suffisant. Elle est arrivée le lendemain avec une valise et un sac que je ne reconnaissais pas. Elle m'a serré dans ses bras. Je l'ai laissé faire. Elle a dit « merci ». J'ai hoché la tête. Elle a commencé à parler de la façon dont les choses s'amélioraient, enfin. Je n'ai pas demandé de détails. Cette nuit-là, elle a attendu de penser que j'étais endormi. J'ai regardé les images depuis ma chambre. Elle a ouvert le sac, a sorti 3 enveloppes et a commencé à les feuilleter. Pas grand-chose, mais assez pour me rendre méfiante. Puis elle a ouvert un dossier. À l'intérieur, des impressions de ma page LinkedIn, de mon profil professionnel, quelques captures d'écran de moi donnant une conférence, mon nom entouré d'un marqueur rouge. Le lendemain matin, j'ai vérifié mon courrier électronique professionnel, un message signalé des ressources humaines. Quelqu'un leur avait envoyé un courriel anonyme, m'accusant d'utiliser à mauvais escient les fonds de l'entreprise. La date du courriel, la veille du jour où Chloé m'avait envoyé un message. Je n'ai pas paniqué.
On arrête de paniquer au bout d'un moment quand on a vécu assez de pièges de Chloé. Elle n'essaie pas de vous détruire d'un seul coup. Elle vous use petit à petit. Mais cette fois, je l'ai vu venir de loin. Et cette fois, j'avais tout documenté. Le courriel des ressources humaines semblait inoffensif en surface, un signalement anonyme. Aucune preuve, juste une étrange accusation selon laquelle j'utilisais les remboursements de l'entreprise pour financer des faveurs personnelles. La formulation était maladroite, presque comme quelqu'un essayant de paraître professionnel en cherchant des termes juridiques sur Google. Je l'aurais ignoré sans le timing. Il est arrivé moins de 24 heures après que Chloé m'a envoyé un message depuis ce nouveau numéro. J'ai vérifié les métadonnées de l'entête du courriel. La localisation de l'adresse IP provenait de ma ville. Elle était encore dans mon appartement quand il a été envoyé. Cette nuit-là, j'ai de nouveau regardé les images de ma caméra du couloir. Je ne l'avais pas regardé de près la première fois, mais maintenant j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué auparavant. À 2h17 du matin, Chloé s'est levée, est allée dans le salon, a ouvert son ordinateur portable, puis a sorti une photo imprimée de moi d'une ancienne publication LinkedIn. Elle l'a posée à côté de l'écran. Elle copiait quelque chose. Le lendemain matin, j'ai fait comme si de rien n'était. Elle était redevenue gentille, polie, comme si nous étions à nouveau des sœurs, passant du temps ensemble après des années de séparation. Elle a proposé de préparer le dîner, a parlé d'un éventuel entretien avec une start-up à distance, et a même dit qu'elle s'inscrirait peut-être à une salle de sport voisine si elle finissait par rester plus longtemps. Puis elle a demandé, si nonchalamment que j'ai failli le manquer, dit « Tu gardes encore des trucs de ton travail sur cette vieille tablette ?» J'allais regarder un film dessus. C'est là que j'ai compris. Elle n'essayait pas de revenir. Elle essayait de rassembler quelque chose. N'importe quoi qui pourrait être transformé en histoire. Elle voulait des informations compromettantes. Fabriquées, si nécessaire. Je lui ai dit que la tablette ne fonctionnait plus. Elle a souri et a dit, ça ne m'étonne pas. Cette nuit-là, j'ai attendu qu'elle s'endorme. Puis j'ai de nouveau vérifié son sac. Elle l'avait laissé ouvert près de la porte. Je n'ai rien touché. Je n'en avais pas besoin. Ma caméra a tout filmé. À l'intérieur se trouvait un téléphone jetable et une carte de débit prépayée. L'enveloppe avec le même cercle d'encre rouge que j'avais vu sur les images. Au dos se trouvait une liste, mon nom, mon entreprise et une date qui n'était pas encore passée. Le lendemain, les ressources humaines ont de nouveau envoyé un courriel. Une autre plainte anonyme. Celle-ci était plus élaborée, avec un faux tableur montrant des remboursements fabriqués. Mais j'étais prête. J'ai tout soumis, images de caméra, horodatage, métadonnées, et même une copie de la note manuscrite de Chloé avec mon nom dessus. J'ai joint un résumé avec tous les détails. Je n'ai pas demandé de sympathie. J'ai demandé une protection. Puis j'ai franchi une dernière étape. J'ai débloqué mes parents, non pas pour leur parler, mais juste assez longtemps pour qu'ils reçoivent le message que j'ai envoyé. Voici la personne que vous avez défendue. Et c'est la dernière fois que je nettoierai derrière elle. J'en ai fini. J'ai joint les mêmes images que j'avais envoyées aux ressources humaines. 5 minutes plus tard, je les ai de nouveau bloquées. Je n'avais pas besoin de voir leur réponse. Je savais déjà ce qu'elle serait. Cette nuit-là, tante Sylvie a appelé. Elle était furieuse. Elle a dit, ta mère a essayé de faire l'innocente. Ton père a dit que tu étais dramatique, mais Chloé, elle est devenue glaciale. Elle a dit que tu mentais. Qu'elle allait arranger ça elle-même. Arranger quoi, ai-je demandé. Sylvie a hésité. Elle parle à quelqu'un. Un gars. Je ne sais pas qui. Mais elle dit qu'elle a un plan. Que tu finiras par céder. Quelque chose dans cette phrase m'a marqué. Pas, elle espère. Pas, elle pense. Elle dit qu'elle a un plan. C'était il y a 2 nuits. Hier soir, je suis rentré du travail et j'ai trouvé une note sous ma porte. Pas de nom, juste 3 mots écrits de sa main, tu le regretteras. La note était courte, et l'écriture était sans équivoque. Tu le regretteras. Pas d'enveloppe, pas d'explication. Juste glissé sous la porte de mon appartement comme une menace sous le masque d'un avertissement. Et à la seconde où je l'ai vu, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti envers Chloé depuis longtemps, rien. Je ne l'ai pas rentré. Je ne l'ai même pas touché. J'ai pris une photo, je me la suis envoyée par courriel,
puis je l'ai jeté dans le vide-ordures avec un balai. C'était le dernier message que j'ai jamais reçu d'elle. Le lendemain matin, j'ai agi comme si c'était un jour normal. J'ai fait du café, répondu à des courriels. Puis, une par une, j'ai fermé toutes les portes qu'elle aurait pu utiliser pour se faufiler à nouveau dans ma vie. J'ai appelé le serrurier et j'ai fait changer toutes les serrures, de haut en bas. J'ai ajouté une deuxième caméra, une dans le couloir et une à l'extérieur de ma porte d'entrée. J'ai prévenu le gérant de l'immeuble et fourni une photo de Chloé. Je leur ai dit qu'elle n'était plus la bienvenue, quoi qu'elle dise. Ils n'ont pas posé de questions. Ils ont déjà vu ça. J'ai passé en revue tous les services partagés que j'avais eus avec elle, anciens forfaits familiaux, adresse de courriel de secours, abonnement que j'avais oublié et je l'ai effacé. J'ai supprimé notre dossier partagé, la liste des contacts d'urgence, même le dossier dans le nuage où j'avais stocké des documents familiaux numérisés. Si mon nom était lié au sien quelque part, il avait disparu. Puis j'ai déposé une main courante. Pas pour porter plainte, je ne voulais pas de procès. Je voulais une trace nette et datée qui détaillait tout, son faux signalement à mon travail, la tentative d'usurpation d'identité, le harcèlement et la note finale. Cela ne la mettrait pas derrière les barreaux, mais cela tracerait une ligne dans le sable. Elle ne pourrait plus manipuler l'histoire. Il y avait maintenant des documents. Il y avait une histoire qui ne venait pas de sa bouche. Les ressources humaines ont clos l'enquête sans problème. Les fausses accusations n'ont pas tenu. Mon manager m'a offert un soutien discret. Je n'ai raconté toute l'histoire à personne au travail. Je n'avais pas besoin de pitié, mais j'ai gardé les dossiers dans un dossier privé, au cas où. Et puis j'ai envoyé le message final, un unique virement bancaire sur le compte de Chloé. Exactement 1 euro. Le mémo indiquait, règlement confirmé. Aucun contact ultérieur requis. C'était juste assez pour être une transaction formelle. Assez pour dire, c'est terminé. Assez pour créer une trace numérique. Si jamais elle essayait de traîner mon nom dans la boue à nouveau, j'aurais un reçu horodaté montrant le moment exact où j'y ai mis fin, légalement et personnellement. Après cela, j'ai tout bloqué. Pas seulement elle, mais mes parents aussi. Ce n'était pas par dépit. C'était par nécessité. Les gens qui permettent au poison de se répandre sont aussi dangereux que celui qui l'administre. Mes parents n'ont pas seulement ignoré le comportement de Chloé. Ils l'ont excusée, protégée, nourrie, puis ils me l'ont offerte comme un fardeau que j'étais né pour porter. Ils n'ont pas dit un mot quand elle a vidé mes économies d'urgence. Ils sont restés silencieux quand elle a inventé une fausse urgence médicale juste pour obtenir plus d'argent. Ils ne se sont jamais excusés de prendre son parti quand elle s'est moquée de moi devant eux à Noël. Je les ai laissés faire pendant des années, mais plus maintenant. Tante Sylvie a appelé la semaine suivante pour prendre de mes nouvelles. J'ai répondu. C'était la seule que je laissais passer. Elle m'a dit que Chloé avait quitté la ville, avait disparu, soi-disant pour repartir à zéro. On parlait d'un gars qu'elle avait rencontré en ligne qui lui avait promis un endroit où rester. Sylvie ne savait pas où elle était allée. Ne voulait pas vraiment le savoir. Ma mère l'a appelée en pleurant quelques nuits plus tard, apparemment bouleversée que j'ai poussé les choses trop loin. Mais elle ne m'a pas appelé, moi. Elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Je pense qu'ils espèrent que je reviendrai, que je m'adoucirai finalement comme je l'ai toujours fait. Mais quelque chose a changé. Je ne ressens plus de colère. Je ne ressens pas de tristesse. Je ne me sens pas comme quelqu'un qui a perdu une sœur. Je me sens comme quelqu'un qui s'en est sorti. 3 mois ont passé. Je suis toujours dans le même appartement, mais il me semble différent maintenant. Calme, dans le bon sens du terme. Si sûr. Il n'y a pas d'appel tard dans la nuit, pas de visite surprise, pas de manipulation déguisée en désespoir. J'ai recommencé à économiser. Pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. J'ai ouvert un nouveau compte. Sans cosignataire, sans lien d'urgence. J'ai fixé de nouvelles limites, et cette fois, je les respecte. Et si jamais quelqu'un me demande ce qui est arrivé à Chloé, je lui dirai la vérité. Elle n'a jamais été le mouton noir. Elle était juste une tempête dans laquelle je continuais de m'engouffrer jusqu'au jour où j'ai décidé de fermer la porte.